Très chers auditeurs, auditrices d'Arabelle 106.8, l'émission Arabelle Success Story, j'ai la joie et le plaisir de recevoir ce soir dans nos studios Maître Pascal Hubert qui s'occupe des étrangers, le droit des étrangers, de l'immigration. C'est un avocat et aussi le droit du travail. Alors bonsoir Maître. Pour l'invitation. Je vous remercie. Alors, première question, comment est venue votre vocation qui est vraiment importante pour aider les gens? Parce que c'est l'immigration, le droit aussi à l'intégration. Finalement, immigration, c'est l'intégration. Et puis le droit du travail, parce que tous ces facteurs sont fondamentaux et liés quand on arrive dans un pays, qu'on ne connaît pas la langue, qu'on doit s'adapter, qu'on est parfois rejeté, il faut bien le dire. Et qu'on ne sait même pas lire un contrat, c'est très très difficile. Alors déjà, comment est venue cette vocation qui est une passion pour l'humain? Oui, je dirais d'abord peut-être, commençons par le début, c'est-à-dire par les études elles-mêmes. C'est vrai que d'abord j'ai fait le droit parce que ça me paraissait être un facteur intéressant au niveau justement de la possibilité d'aider les autres. Et en même temps, ne sachant pas encore trop à l'époque ce que je voulais faire, je me disais que le droit menait à tout. Et quand j'ai terminé le droit, effectivement, je ne savais pas encore exactement quel était le métier que je voulais accomplir avec ce diplôme en poche. Et c'est seulement après quelques mois, en fait, que je me suis dit, tiens, je vais me lancer comme avocat au barreau de Bruxelles, ce que j'ai fait donc en octobre 1993 déjà. Et pour l'anecdote, en fait, j'avais un ami qui, lui, avait réussi une année avant moi le droit et qui s'était en fait installé comme avocat et qui, du coup, je l'ai rejoint. Je l'ai rejoint et il pratiquait essentiellement justement le droit des étrangers. Et c'est comme ça en fait que je me suis accommodé à cette matière-là et que ça m'a plu et que moi-même je me suis lancé du coup à essayer avec le droit, avec la législation parfois assez complexe, j'ai essayé effectivement de commencer à aider les étrangers au niveau de l'accès au territoire, notamment le séjour. Et dans la mesure du possible, essayer d'éviter les éloignements et les détentions. Quand les étrangers sont en séjour illégal, ils peuvent être détenus. Et donc là aussi, il y a la possibilité éventuellement de déposer ce qu'on appelle une requête de mise en liberté. Et donc c'est une matière extrêmement intéressante, passionnante aussi, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, ça rejoint l'humain. Mais quelqu'un qui arrive en Belgique, qui ne connaît pas la langue, comment fait-il pour rentrer en contact avec vous, qui allez l'aider? C'est aussi toutes les démarches. Comment faire? Parce que on en parle parce qu'on est déjà intramuros, mais quand on débarque, comment faire? Comment avoir les clés pour pouvoir trouver quelqu'un comme vous qui va guider et éviter un renvoi dans un pays? Puis en plus, j'imagine que la législation n'est pas la même quand on est hors Europe ou en Europe. Donc il faut aussi que vous vous adaptiez au parcours de la personne qui arrive. Comment ça se passe? Comment on fait pour savoir? Est-ce qu'il y a des flyers? Est-ce qu'il y a des... Parfois, les gens ne savent même pas lire, c'est ça le problème aussi. Oui, la langue, hein, bien sûr. Il y a évidemment des dépliants qui sont à disposition de l'étranger qui souhaite effectivement venir vivre en Belgique et qui souhaite éventuellement introduire, par exemple, une demande d'asile, une demande de régularisation. Il y a le site de l'Office étranger aussi qui répond à une série d'informations, justement pour les conditions à remplir au niveau du séjour. Et puis, je dirais que pour l'avocat, il y a la possibilité de faire appel évidemment à l'interprète. Il y a des listes d'interprètes avec la possibilité du coup de demander au client de venir au cabinet et l'avocat a prévu effectivement à ce moment-là l'interprète, sans compter aussi toutes les associations en droits étrangers qui existent et qui sont parfaitement formées. Il y a même d'aider évidemment l'étranger, le cas échéant accompagné d'un interprète également. Donc quand un étranger arrive sur le territoire, il y a quand même des associations qui guident ces nouveaux arrivants, des assistants sociaux pour justement les aider à un petit peu se recentrer sur un parcours et puis peut-être aussi trouver un emploi. Mais qu'est-ce que vous avez pu observer en général comme obstacle? Qu'est-ce qui se passe comme point commun dans les obstacles, que ce soit des gens qui viennent d'Europe ou hors Europe? Je dirais que le plus gros obstacle, en fait, c'est pour l'étranger qui n'est pas du tout habitué à notre façon de penser, à notre façon d'appliquer finalement le droit, qui n'est pas habitué du tout à la législation en droits étrangers en particulier ici, puisqu'il s'agit de ça. Le plus difficile peut-être, c'est effectivement de lui faire exactement comprendre ce qui va lui être demandé, pour qu'il soit le plus, je dirais, adapté possible aux questions que, par exemple, un examinateur posera lors d'une demande d'asile. C'est clair que l'étranger, lui, évidemment, il a son récit d'asile,
d'asile, mais il n'a pas forcément non plus la capacité, je dirais, d'emblée, d'initiative je dirais, de donner les éléments factuels de sa demande qui vont effectivement du coup coller avec ce qu'on attend, je dirais, d'un demandeur d'asile par rapport à la Convention de Genève ici qui est d'application. Donc je pense que c'est le rôle des ASBL qui s'occupent des droits des étrangers, c'est le rôle évidemment des avocats aussi, qui connaissent par définition le droit, de bien cerner le récit de la personne et de faire en sorte effectivement que ce récit puisse, je dirais, rentrer dans le cadre légal. Et est-ce qu'il y a une différence d'intégration? Quand c'est un homme, une femme, une famille, est-ce que vous avez eu des personnes qui sont venues vous voir aussi en famille, ou alors une personne qui est sur le territoire veut faire venir sa famille? Est-ce que c'est encore d'autres obstacles? Comment ça se passe en fait? J'essaie d'imaginer le parcours d'une personne qui arrive en Belgique et qui est prise en charge par une association et puis qui veut connaître ses droits. Donc il y a les flyers dont vous parliez. Oui. Et donc, elles viennent vous voir une fois qu'il y a un problème, où il vaut peut-être mieux prévenir que guérir. Est-ce que vous pouvez être aussi en amont du parcours pour guider de façon juridique les personnes, tout en étant en lien avec les associations? Est-ce que ça, c'est possible? Ou il faut attendre qu'il y ait un vrai problème pour que là, on appelle l'avocat? Oui, non seulement c'est possible, et c'est évidemment l'idéal, c'est-à-dire que, et c'est vrai que parfois les étrangers qui arrivent ici pour la première fois en Europe, et ici en Belgique en particulier, ne sont pas toujours informés correctement de leurs droits, et donc il arrive régulièrement, malheureusement, qu'ils viennent consulter l'avocat une fois qu'il y a une décision négative qui a déjà été prise. Alors là, évidemment, on n'est plus au niveau de la préparation de la demande, on est effectivement au niveau d'une décision négative qui doit faire l'objet du coup d'un recours, et donc on arrive, je dirais, un petit peu du coup au milieu du parcours et pas au tout début. C'est évidemment dommage, c'est pas pour ça que tout est perdu, mais idéalement, de fait, si on veut que la demande, je dirais, soit la mieux embarquée, si je puis dire, mais il est évidemment intéressant pour l'étranger de venir consulter un avocat ou une association qui s'occupe du droit des étrangers dès le début. Parce que j'ai le cas d'une personne qui est en Belgique, qui est d'origine marocaine et qui est en Belgique depuis 14 ans et qui souhaiterait avoir un emploi. On lui propose un contrat. Ce sont pour des petits travaux, c'est-à-dire que souvent, la plupart des personnes ont besoin de quelqu'un, surtout des personnes qui n'ont pas une grande mobilité ou une facilité, un coup de peinture, ça peut être le jardinage, l'entretien des escaliers. Et pourtant, c'est un monsieur. Il faut savoir que dans les sociétés de titre-service, souvent les aides ménagères ne peuvent pas nettoyer les escaliers. Alors, je ne dis pas que les gens viennent pour faire des nettoyages, mais ça fait partie des petits travaux. Il a une entreprise qui voudrait l'embaucher parce que les gens qui habitent dans cette maison sont des gens âgés et ils ont besoin de quelqu'un qui les aide pour des petits travaux. Et il est tout à fait heureux de pouvoir les faire, mais on répond à ce moment-là à ces personnes qui ont une société, même si ce sont des personnes âgées, eh bien écoutez, pourquoi vous ne prenez pas quelqu'un qui est déjà inscrit? Et pourtant son oncle est belge. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour quelqu'un qui a une entrée sur le territoire depuis 14 ans, à chaque fois les demandes sont refusées? Est-ce qu'il y a une solution pour des personnes comme ça et qui font des petits travaux que parfois les sociétés de titre-service, etc., ne sont pas habilitées à fournir? Je ne parle pas de gens qui ont pu faire des études, et parfois même des gens qui ont fait des études supérieures se retrouvent aussi à avoir des emplois subalternes quand elles arrivent dans un pays, parce qu'il faut une équivalence. Donc, comment ça se passe tout ça? Parce qu'il y a toute une palette de personnes de différents profils qui viennent vous voir. Ouais. Alors, est-ce que quand les gens ont fait des études, il faut qu'il y ait une équivalence? Est-ce que c'est la même quand on est hors Europe ou intra-Europe, européenne? Et pour des gens qui ont des études supérieures, qui se retrouvent à faire des petits travaux, comment ça se passe? Quel est le cheminement, finalement, de la solution, s'il y en a une? Oui, ça fait beaucoup de questions en une fois, mais pour commencer peut-être effectivement par le début, il faut distinguer évidemment l'étranger qui est venu légalement en Belgique, dès le départ, je dirais par exemple pour travailler ou pour faire des études, ou dans le cadre du regroupement familial, et qui effectivement reçoit du coup un visa en vue de pouvoir revenir sur le territoire dans le cadre effectivement de ce qui était
demandé et examiné à partir du pays d'origine. Et puis évidemment, il y a éventuellement l'étranger qui a reçu éventuellement le visa, mais qui reste après l'expiration du visa, ou l'étranger éventuellement qui vient le cacher avec un passeur et qui, lui, évidemment, est tout à fait en situation illégale sur le territoire. Alors à ce moment-là, évidemment, on n'est plus dans un véritable droit au séjour, comme pour l'étudiant ou le regroupement familial, je le disais, mais on est ici, évidemment, pas face à quelqu'un qui, le cas échéant, est intégré, le cas échéant a un long séjour en Belgique, mais qui n'en reste pas moins en situation illégale. Et cette situation-là, en fait, évidemment, la Belgique, comme tous les pays en Europe, veulent évidemment éviter la clandestinité et veulent éviter éventuellement aussi l'appel d'air, en ce sens que si évidemment on régularisait les personnes en situation illégale, ce serait évidemment quelque part un message donné à ceux qui, le cas échéant, voudraient évidemment faire pareil pour être régularisés à terme. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la régularisation, c'est une procédure tout à fait exceptionnelle et elle a été effectivement prévue en droit belge, je dirais, la première fois, il y a une loi en décembre 1999. Et puis effectivement, il y a eu des instructions de régularisation en décembre 2009. Et depuis, en fait, il n'y a plus de critères de régularisation qui permettent justement de régulariser quelqu'un, par exemple, qui aurait une promesse d'embauche et qui dit, voilà, moi je suis sur le territoire pour un certain temps, je suis bien intégré, j'ai une promesse d'embauche, régularisez-moi, je travaillerai illégalement. Ça, ce n'est plus possible. La seule base légale qui reste pour régulariser quelqu'un, en fait, c'est le fameux article 9 bis, qui est une disposition tout à fait générale et qui permet, dans des cas tout à fait particuliers, de régulariser quelqu'un pour des circonstances exceptionnelles, c'est-à-dire qu'il vient effectivement en Belgique, il est en situation illégale et il estime qu'il n'est pas en mesure de rentrer dans son pays d'origine pour introduire la demande de séjour, comme c'est en principe la règle. Ça, c'est pour des réfugiés politiques quand il y a... Non, le réfugié politique, lui, de toute façon, on ne lui demande pas évidemment de venir avec un visa. Lui, il vient évidemment de manière irrégulière et il fait une demande d'asile et il a un séjour. C'est pour quelqu'un, justement, comme vous citiez tout à l'heure, qui éventuellement est en situation illégale depuis de nombreuses années, est parfaitement intégré. Et là, en réalité, dans ce contexte-là, la seule voie légale actuellement en Belgique qui subsiste, c'est l'article 9 bis. Donc, c'est la demande d'autorisation de séjour de plus de 3 mois que l'on peut introduire en Belgique si on peut faire valoir des circonstances exceptionnelles qui empêchent justement d'introduire la demande de séjour à partir du pays d'origine. Donc c'est assez complexe finalement parce que quelqu'un qui est sur le territoire, qui a appris la langue, qui est intégré parce qu'il y a les us et coutumes et qui s'est adapté, eh bien ne peut pas être résident belge, même s'il est là, il ou elle est là depuis de nombreuses années. Finalement, c'est assez difficile parce que la personne va dire mais moi je suis de bonne foi puisque je suis intégré et je veux rester puisque je suis là depuis longtemps. Alors finalement, il n'y a pas vraiment de solution, à part des circonstances exceptionnelles, mais sur quels critères on les base, ces circonstances exceptionnelles? Mais c'est clair que, puisque c'est l'Office étranger ici qui statue sur la demande d'autorisation de séjour, l'Office étranger applique évidemment la législation en vigueur de manière extrêmement stricte. D'ailleurs, on a vu il y a quelques mois les sans-papiers faire effectivement la grève de la faim. Et donc, ce n'est que si, évidemment, il y a un accord politique à un moment donné par rapport à une manifestation de ce type-là, qu'éventuellement, certains pourraient être régularisés. Mais ils ont fait la grève de la faim précisément parce qu'il n'y a pas d'autre solution, évidemment. Sinon, ils ne l'auraient pas fait. Donc, ça montre bien, effectivement, comme vous le dites, que la situation est très compliquée pour les personnes qui sont sans papier et qui souhaiteraient avoir des papiers en disant « je suis intégré et éventuellement, je pourrais travailler ». Ces personnes-là, on leur dira... C'est pas que vous n'avez pas un droit au séjour en Belgique, c'est que en principe, cette demande doit se faire à partir de votre pays d'origine. Vous devez être dans votre pays d'origine et auprès de l'ambassade belge ou du consulat belge dans votre pays, introduire une demande de visa pour éventuellement venir travailler en Belgique. Ça, c'est ça la règle. D'accord. Un tout grand merci. Nous nous retrouvons après une courte pause de publicité. Très chers auditeurs et auditrices d'Arabelle 106.8, l'émission Arabelle Success Story, j'ai la joie et le plaisir de recevoir ce soir dans nos studios Maître Pascal Hubert qui s'occupe du droit des étrangers, donc de l'immigration, de l'intégration et puis aussi du droit du travail. Alors Maître, nous étions en train d'évoquer, pour nos très chers auditeurs et auditrices qui reprendraient l'émission juste maintenant, eh bien la difficulté du parcours d'une personne qui arrive d'un pays hors Europe, donc hors espace de Schengen, en Belgique. Et même quand la personne est là depuis de nombreuses années, ça n'est pas évident. Alors, vous avez aussi écrit un livre que l'on va montrer maintenant, donc qui s'appelle Le statut administratif des étrangers après les réformes du 15 septembre 2006. Mais vous m'expliquez justement que les réformes changent tout le temps. Donc, même en tant qu'avocat, il faut s'adapter à toutes ces réformes qui changent en permanence. Alors, ces changements, c'est dû à quoi
pourquoi est-ce qu'on change tout le temps finalement ? Oui, si on a une réponse par rapport à... Oui, bien sûr, mais bon, le droit par nature, évidemment, est évolutif. Non seulement, évidemment, il doit coller au plus près des situations. Les situations sont multiples, donc il faut que le droit, évidemment, appréhende une série de situations qu'il n'a pas forcément appréhendées dès le départ. Et dans le contentieux, ou dans la matière plutôt droits étrangers, c'est vrai que la législation a changé déjà à de très nombreuses reprises, et en fait, dans un sens de plus en plus restrictif. Donc c'est un petit peu ça, l'idée, c'est d'être de plus en plus restrictif, et aussi, en fait, d'éviter les abus dans le cadre justement de l'immigration. On peut penser notamment au mariage de complaisance. Au mariage blanc, comme on dit. Les mariages blancs, les mariages gris, effectivement, l'un ou l'autre est au courant que le mariage, c'est uniquement un mariage en vue des papiers, ou bien des enfants qui sont reconnus par un père qui en réalité n'est pas vraiment le père, et donc une reconnaissance frauduleuse. Donc tout ça, évidemment, a dû être pris en considération pour que les législateurs, effectivement, interviennent et évitent, évidemment, ce type de pratiques. Et de démarches. De démarches pour essayer justement de contourner la rigidité, je dirais, le fait que la loi est de plus en plus restrictive. Donc forcément, quand la loi est restrictive, certains, évidemment, essaient de trouver, je dirais, une parade pour essayer d'obtenir néanmoins un séjour en Belgique. Et d'ailleurs, quand il y a une fraude qui a permis d'obtenir un séjour, maintenant, le séjour peut également être retiré des années après, parce qu'effectivement, il est apparu que le séjour avait été obtenu sur une base frauduleuse. Donc, mais ce qu'il y a de triste, finalement, c'est que quand les gens viennent dans un pays donc, comme la Belgique, ou peut-être la France, en tout cas là nous sommes en Belgique, c'est pour avoir une meilleure vie et c'est un espoir. Et vous disiez avant la pause que nous avons eue qu'il faut faire une demande dans son pays d'origine. Mais si les gens qui veulent partir de leur pays ne le demandent pas, c'est peut-être parce que dans leur pays d'origine, on ne va pas vouloir qu'ils partent. Ça peut être une fuite de cerveau quand ce sont des gens qui veulent exercer ailleurs. Je veux dire, ça s'est passé pendant la guerre froide. Il y a eu des sportifs, des intellectuels, des artistes qui ont voulu partir. Et c'était justement en cours de tournée qu'ils ne voulaient plus après retourner dans le bloc de l'Est. Mais là, les personnes donc, sont un peu manipulées par des passeurs qui sont eux-mêmes en fraude. Il faut voir dans quelles conditions ils arrivent. Mais finalement, ces gens-là, ce sont des victimes permanentes parce qu'elles n'arrivent pas, même en étant là depuis plusieurs années, à avoir des papiers alors qu'elles ont appris la langue. Alors, est-ce qu'il y a une solution ? C'est très, très difficile. Vous parlez de circonstances exceptionnelles, mais quelles sont-elles ? Enfin, si vous en avez eu comme ça, qui se sont présentées à vous. Mais dans le cas de la demande de régularisation dont on parlait tout à l'heure, la demande 9 bis lors du 15 décembre 80, en fait, il faut faire état de circonstances exceptionnelles pour pouvoir effectivement faire la demande de séjour à partir justement de la Belgique, alors qu'en principe, effectivement, ça se fait à partir du pays d'origine, on l'a dit. Et sur le fond, les circonstances qui justifient justement ce type d'autorisation de séjour, sur le fond, il n'y a pratiquement rien qui marche. C'est-à-dire que la seule hypothèse à la connaissance où une personne peut être régularisée à partir de la Belgique, bien qu'il était en séjour illégal, c'est par exemple un étranger qui cohabite avec son conjoint et ils ont un enfant commun. Voilà. Et le conjoint et l'enfant ont un séjour en Belgique et du coup, effectivement, on va régulariser l'étranger qui n'a pas de séjour pour éviter une dislocation de la cellule familiale. C'est pratiquement la seule hypothèse où, effectivement, une régularisation est accordée par l'Office étranger qui est compétent en la matière. Et si quelqu'un qui est là depuis plusieurs années, qui n'a toujours pas eu ses papiers, tombe malade, est-ce qu'il a le droit, il ou elle, d'être soigné ? Et pas qu'on lui dise, non, vous êtes malade, mais on ne s'occupe pas de vous. Est-ce qu'il y a quand même une aide de ce côté-là ? Alors ça, effectivement, c'est bien de le souligner parce que c'est la deuxième hypothèse dans laquelle, effectivement, l'étranger n'est pas contraint de rentrer dans son pays d'origine parce que, justement, le cas échéant, il y a des circonstances médicales qui justifient que la demande soit faite en Belgique parce que les soins, par définition, ne seraient pas disponibles dans le pays d'origine ou ne seraient pas accessibles financièrement. Donc, si effectivement quelqu'un est gravement malade, mais ce n'est pas un rhume, hein, je veux dire, quand je dis gravement malade, c'est vraiment une maladie, c'est vraiment une maladie extrêmement grave. Oui. Il faut qu'il y ait un risque vital pour sa santé, avoir un traitement inhumain et dégradant. Et dans ce cas-là, effectivement, c'est ce qu'on appelle la demande 9 ter de la loi du 15 décembre 80 qui permet d'introduire une régularisation dite médicale. Et est-ce que les associations prennent contact avec vous pour préparer la venue de quelqu'un, est-ce que je crois que les gens arrivent parfois au petit château, ils sont un peu massés là, puisque c'est pour des personnes albanaises de toute nationalité aussi qui se trouvent là, et
et après on vient vous voir, ou on attend déjà qu'il y ait plusieurs années, ou on attend que ce soit un peu catastrophique, ou que ce soit trop tard? Est-ce qu'il ne faut pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, appeler l'avocat avant que la situation soit catastrophique? Ben oui, enfin surtout évidemment si l'étranger est en situation illégale, il a tout intérêt évidemment à essayer de trouver une solution à sa situation de séjour le plus rapidement possible. Parce que le risque, évidemment, quand on est en situation illégale, c'est précisément, lors d'un contrôle de police, éventuellement, d'être arrêté et puis transféré, évidemment, dans un centre fermé en vue de l'éloignement vers le pays d'origine. Donc, il faut évidemment, à ce moment-là, voir avec un avocat ou une association, évidemment, la solution qui peut éventuellement être dégagée. Et la demande de régulation médicale est effectivement une solution parmi d'autres. Mais quand vous repreniez la fuite des cerveaux, par exemple, c'est vrai que la demande, malheureusement, doit être faite quelque part dans le pays d'origine au niveau de la délivrance du visa. Ce n'est que dans l'hypothèse où l'étranger, par exemple, serait victime de la traite des êtres humains qu'il peut éventuellement effectivement faire une demande de séjour aussi dans le cas de la traite des êtres humains pour obtenir un séjour sur cette base-là, s'il est exploité économiquement, si son voyage, effectivement, a été fait par des personnes dans des circonstances extrêmement compliquées et qu'il est prêt à collaborer avec les autorités belges pour justement démanteler le cas échéant le réseau. À ce moment-là, il peut effectivement demander un séjour en Belgique. Ou alors, évidemment, l'autre solution qui permet justement de demander le séjour en Belgique, bien que n'ayant pas l'autorisation, c'est le demandeur d'asile, évidemment, qui fuit son pays pour des craintes de persécution, pour des raisons religieuses, ethniques, raciales. Et là, évidemment, à ce moment-là, on ne lui demande pas de frapper à la porte du consulat ou de l'ambassade belge. Il peut évidemment, par définition, venir en Belgique et faire une demande d'asile parce qu'il craint d'être persécuté en cas de retour dans son pays. Alors, il y a aussi l'immigration de personnes roumaines que l'on trouve beaucoup dans la rue, avec des enfants qui dorment dehors même la nuit. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour aider? Parce que quand on se retrouve avec des familles entières qui dorment dans la rue, même en hiver, je veux dire, est-ce qu'il y a des associations qui peuvent aider aussi pour que ces personnes ne se retrouvent pas sans rien? Parce qu'il y a des enfants, et c'est même parfois des nouveau-nés. Et que faire? C'est ça le problème. Oui, mais ça c'est le problème, je dirais malheureusement, effectivement, qui a trait à l'absence de séjour, qui a donc trait à l'absence pratiquement de toute ressource et dont la difficulté évidemment de se prendre un logement, je dirais comme quelque part un ressortissant belge qui tomberait dans la pauvreté, qui se retrouverait effectivement à la rue. Parce que par rapport aux hébergements, évidemment, qui sont effectivement pris en charge par l'État fédéral, il y a évidemment le réseau Fait d'Asile, mais qui est un réseau qui est mis à disposition justement pour les demandeurs d'asile. Donc là, il y a une protection particulière. Ces personnes-là n'ont pas forcément, évidemment, les moyens de prendre un logement privé. Et donc, s'ils le souhaitent, ils peuvent effectivement rentrer dans une structure Fait d'Asile qui leur accordera une aide en nature et qui leur accordera le logement et la nourriture. Mais pour ce qui est effectivement des autres catégories dont celle dont vous parlez, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué. C'est très très difficile. Bon, il y a la maraude qui passe le soir pour essayer de mettre les gens dans des foyers, qu'ils ne dorment pas dans la rue, surtout quand il fait froid. Enfin bon, au XXIe siècle, on devrait ne plus dormir dans la rue, mais malheureusement, c'est le cas. Et souvent, la maraude est débordée, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas assez de lits. Et je me permets de dire, est-ce que parfois, quand il y a des maisons qui sont vides, parce que parfois, il y a des bâtiments qui ne sont plus occupés, est-ce que vous pensez qu'on pourrait créer des centres d'asile, au moins pour que les gens et les enfants, quand il y en a, puissent vivre un peu dignement? Est-ce que ça serait possible ou c'est quelque chose de complètement utopique? Mais à partir du moment où ils n'ont pas de demande de séjour qui est pendante, à partir du moment où il n'y a pas effectivement une autorisation de séjour, fût-ce temporaire, je ne vois pas effectivement la possibilité de dégager un logement, parce qu'en fait, ce qui évidemment se passe, c'est que ces personnes-là, même si elles sont en situation précaire, elles sont sur le territoire de manière irrégulière et donc en fait si elles n'ont rien entamé comme démarche, elles sont évidemment censées quitter le territoire et non pas évidemment être hébergées dans un quelconque lieu. Donc c'est ça aussi la politique évidemment de l'immigration, c'est de dire si vous n'avez pas de séjour, vous devez partir, vous ne devez pas évidemment vous installer chez nous de manière illégale. Et c'est ça qui est la complexité du problème, parce que ça n'empêche pas les gens de venir parce qu'ils ont envie de mieux vivre et de pouvoir
peut-être même aider leur famille qui est restée dans le pays d'origine. Donc ça part d'un bon sentiment et c'est d'essayer de s'en sortir et de vivre et pas de survivre. Et puis en même temps, il y a le problème. Un des problèmes, c'est la langue, le problème linguistique. Et il y a aussi le fait qu'il faut faire toutes les démarches administratives. Mais eux arrivent et quand c'est dans l'urgence, ils sont complètement submergés. Donc c'est un peu au petit bonheur la chance, mais dans des conditions de précarité extrêmes. C'est ça que j'essaye de souligner, parce que même vous, en tant qu'avocat, c'est des situations peut-être désespérées, et vous avez dû en voir plus d'une dans votre parcours. Il y a des situations effectivement désespérées, où on est bien obligé de dire honnêtement, lucidement à la personne que malheureusement, on ne sait rien faire pour elle. Je veux dire, il faut dire les choses comme elles sont. Pour cette personne, effectivement, la situation, elle est catastrophique et elle ne peut pas effectivement être régularisée. C'est toute la question évidemment des frontières, c'est la question des frontières et le fait que chaque État est souverain et donc indépendamment des obligations européennes, si on est uniquement face au droit belge, bien, le législateur belge évidemment a sa propre politique. Et donc, il peut être plus ou moins ouvert à l'immigration, plus ou moins effectivement fermé. Et pour le moment, c'est clairement un resserrement qui a lieu et pas du tout une ouverture. Et d'ailleurs, sur le site de l'Office étranger, à un moment donné, il était dit clairement qu'il n'y avait pas de critères de régularisation qui étaient prévus. Ceci pour dire clairement, donner un signal clair en disant vous êtes ici en situation illégale, c'est pas la peine de rester parce qu'en tout cas, vous ne devez pas espérer prochainement des critères de régularisation. Ils ne vont pas venir, ces critères. Et ça s'est resserré depuis combien de temps à peu près, maître? Vous avez observé ce changement? Parce que justement, on évoquait qu'il y a des réformes tout le temps, que vous aussi, en tant qu'avocat, vous devez vous adapter en permanence à des nouvelles réformes. Mais vous trouvez que ce resserrement a eu lieu depuis quand? Et si oui, c'est lié à quel facteur? Enfin, si on peut observer des changements, peut-être que c'est économique. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça? Oui, je disais tout à l'heure, en fait, les dernières instructions ministérielles qui ont permis, et encore c'était délicat parce que c'était des instructions ministérielles, c'était même pas une loi qui avait été votée, donc cette instruction a d'ailleurs été annulée par le Conseil d'État, mais cette instruction ministérielle, la dernière remonte à 2009. Donc c'est dit effectivement qu'il n'y a pas de critères de régularisation qui sont actuellement dans les cartons, et je le disais aussi, c'est pour ça évidemment que les sans-papiers, à un moment donné, ont fait la grève de la faim pour eux essayer d'obtenir de manière individuelle une régularisation de leur propre séjour. Et puis sensibiliser aussi en disant on est là. Bon, autrefois, je parle il y a très longtemps, au Moyen-Âge, souvent l'Église était un asile, un refuge. On ne pouvait pas mettre les gens en dehors d'un monument religieux. Donc, maintenant, il y a eu ça aussi en France, à une certaine époque, récemment. Les gens se sont réfugiés dans les églises. Quand c'est l'hiver, c'est encore plus difficile. Et alors, vous êtes aussi confronté au droit du travail. Alors, j'imagine que quelqu'un qui arrive en Belgique, soyons optimistes, qui a ses papiers, trouve un travail, il peut aussi être confronté au fait qu'il y a un employeur qui est abusif vis-à-vis de lui. Est-ce que vous avez pu observer ça dans votre parcours d'avocat, défendre aussi des personnes, puisque vous êtes spécialisé dans le droit du travail? Quelles ont été les situations les plus abusives que vous ayez rencontrées dans votre parcours par rapport à tout ça? Je dirais que les situations évidemment les plus criantes, je dirais, humainement, c'est évidemment le harcèlement. C'est le harcèlement au travail, que ce soit le harcèlement sexuel ou le harcèlement moral ou les deux, parce que là évidemment la personne quelque part tient à son emploi et puis au jour le jour elle se rend compte que les taux se resserrent et que finalement elle va à son travail avec des pieds de plomb et que sa santé au fur et à mesure du temps se détériore. Et donc il y a là évidemment une situation où il y a un dilemme, soit effectivement je quitte mon emploi, soit quelque part je continue à être abusé. Donc ça évidemment c'est un cas récurrent. Pas récurrent. Je veux dire, le travail en soi, c'est jour après jour dans un contexte où on est avec d'autres personnes, avec d'autres travailleurs, avec un employeur. C'est vrai que de manière générale, je veux dire, on ne se choisit pas quand on est dans un milieu de travail. Donc on est confronté à des personnes avec lesquelles on doit essayer de s'entendre et au quotidien, jour après jour, mois après mois, année après année, parfois on se rend compte effectivement qu'il y a des tensions et que parfois ces tensions deviennent ingérables et parfois sont extrêmement insidieuses aussi. Donc les gestions du travail sont évidemment très très régulièrement confrontées, je dirais, à de la maltraitance
maltraitance de la part d'un travailleur sur un autre ou de la part d'un employeur sur un autre. Et un autre volet, évidemment aussi, c'est toute la question de l'employeur qui, quelque part, de manière abusive, licencie, soi-disant pour motif grave, pour ne pas payer d'indemnité de rupture, et à ce moment-là, évidemment, se débarrasser assez facilement de son travailleur. Et je dirais heureusement, mais ça c'est comme pour le droit administratif qu'on a vu tout à l'heure, quand évidemment il y a une rupture du contrat de travail qui est illégale, ou quand il y a évidemment un harcèlement, il y a toujours des recours possibles. Et ici on espèce dans le tribunal du travail. Donc je dirais qu'on ne doit pas se laisser faire quand on a la conviction d'être dans son bon droit. On doit évidemment consulter, que ce soit son syndicat ou que ce soit effectivement un avocat spécialisé en la matière. Il faut, je dirais, prendre le taureau par les cornes et surtout ne pas se laisser faire. Alors, très chers auditeurs, nous nous retrouvons avec Maître Pascal Hubert après une courte pause. Très chers auditeurs, auditrices d'Arabelle 106.8, l'émission Arabelle Success Story, j'ai la joie et le plaisir de recevoir parmi nous ce soir Maître Pascal Hubert qui s'occupe du droit des étrangers, donc de l'immigration, évidemment de l'intégration et aussi du droit du travail. Alors nous évoquions le parcours tellement difficile avec un étau qui se resserre quant à la possibilité d'acquérir la nationalité et la résidence sur le territoire belge quand on arrive d'un pays hors Europe, et en même temps les abus que peuvent rencontrer certaines personnes désespérées, il faut bien le dire, quand elles cherchent un emploi, qu'elles n'ont pas de papier régularisé, que c'est une situation très précaire, et l'abus de certains employeurs. Alors, Maître, nous parlions de cela tout à l'heure. Vous évoquiez parfois qu'il y a des chantiers où les ouvriers ne sont pas en sécurité, qu'il y a des accidents et que ce sont parfois des gens qui ont été embauchés à la va-vite, mais bon, au profit de certains employeurs pas toujours bien intentionnés. Alors comment ça se passe? Il y a l'auditorat du travail qui vient voir ça. Vous me parliez de cet organisme. Comment est-ce que l'auditorat du travail est alerté par des gens qui eux-mêmes sont exploités et qui n'osent même pas aller voir une administration? Comment ça se passe? Alors c'est vrai que l'auditorat du travail est extrêmement sensible aux infractions à la législation sociale et éventuellement le cas échéant qui se couple à une situation où l'ouvrier est engagé par un employeur alors qu'il n'a pas de document de séjour justement. Et une façon évidemment pour l'auditorat d'être informé de la situation, c'est par exemple un accident justement du travail sur un échafaudage où l'ouvrier était sans casque, ou n'était pas effectivement attaché à l'échafaudage, où l'échafaudage ne répondait pas aux normes et finalement s'est effondré. Et puis forcément à ce moment-là il y a décès, il y a blessure, il y a évidemment la personne qui est amenée à l'hôpital et la police évidemment s'en mêle aussi. Et la police à ce moment-là peut prendre contact avec l'auditorat du travail, qui est la partie qui, le cas échéant, va effectivement poursuivre l'employeur qui n'a pas respecté justement la législation sociale. Et je sais par expérience en fait que l'auditorat du travail est extrêmement sensible en fait à ce type de problèmes, qui sont des problèmes évidemment récurrents, parce que de nouveau la sécurité évidemment ça coûte cher aussi sur un chantier, et donc la tentation pour l'employeur évidemment c'est de comprimer le coût et du coup c'est le cas de le dire, de ne pas prendre toutes les normes de sécurité que la législation impose pourtant à un employeur qui souhaite effectivement faire travailler des ouvriers sur un bâtiment, sur un chantier. Et c'est terrible parce qu'il faut attendre qu'il y ait un accident, que ce soit grave, parce qu'un accident sur un chantier, en général, ça n'est pas un accident léger, c'est toujours de graves accidents la plupart du temps, donc il faut que ce soit cette situation terrible pour qu'on soit alerté. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas quelque chose de catastrophique, il y a beaucoup de situations terribles qu'on ne soupçonne pas. Oui, toujours. Hein. Il y a le préventif, il y a des contrôles sporadiques qui peuvent évidemment se faire pour vérifier que le chantier évidemment est aux normes, mais on ne peut pas évidemment tout surveiller. Hein. C'est difficile. Donc c'est difficile. Donc effectivement, à ce moment-là, c'est quand l'accident survient que de fait le constat est opéré et qu'à ce moment-là, éventuellement, des poursuites sont diligentées par l'auditorat du travail. Et alors, on pense aussi aux marchands de sommeil, parce que ces pauvres personnes, ces ouvriers qui viennent, n'ont pas le droit de trouver un logement dans des conditions légales et normales avec un bail donné par un propriétaire. Donc on se retrouve confronté à des gens qui exploitent ces personnes en les entassant dans des endroits réduits et puis qui perçoivent une somme assez importante par personne, justement, par locataire. C'est un peu de l'esclavage, et un peu beaucoup même. Ces marchands de sommeil traitent les gens
comme des esclaves. Est-ce que vous avez eu aussi des cas comme ça de personnes qui étaient logées dans de telles conditions? Je n'en ai pas eu personnellement, mais je sais évidemment que ça existe et il y a évidemment des décisions de justice régulièrement qui poursuivent justement les marchands de sommeil. Mais on le disait tout à l'heure, c'est évidemment lié à l'illégalité du séjour. Malheureusement, qui dit séjour illégal dit précarité. Qui dit précarité dit évidemment qu'on est éventuellement prêt pour vivre finalement d'abord d'accepter un emploi de misère pour un salaire de misère et du coup évidemment aussi d'être logé par définition aussi dans un logement le cas échéant insalubre et à un prix faramineux parce que quelque part on n'a pas d'autre choix quand on n'a pas de papier, on n'a pas de garantie à apporter au locataire, on n'a pas un salaire officiel et donc évidemment malheureusement on tombe sur des personnes qui sont peu scrupuleuses et qui vont abuser de fait de ces personnes vulnérables. Et je tenais aussi à souligner le cas d'une dame qui a 88 ans, qui a été aide-soignante pendant 42 ans, qui s'appelle Jacqueline et qui se retrouve aussi à mendier dans la rue avec son petit chien, souvent au goulot Louise. Donc, est-ce que vous trouvez que la précarité aussi a augmenté de par la crise économique et est-ce que tous ces abus augmentent par la période que l'on traverse? N'oublions pas de citer aussi qu'il y a la guerre en Ukraine après le corona. Et est-ce que vous trouvez que la précarité a augmenté? Est-ce que le fait qu'il y ait une guerre, c'est encore un facteur aggravant à tous ces problèmes d'urgence? Et le confinement qu'on connaît depuis mars 2020 a rendu quand même aussi pas mal de situations extrêmement précaires avec des pertes d'emploi évidemment. Et c'est vrai que moi je prends les transports en commun régulièrement, je vois bien aussi dans les transports en commun, dans les gares, dans les couloirs des métros, on voit quand même de plus en plus régulièrement des personnes, pas que, mais effectivement je trouve pas mal de personnes étrangères qui se retrouvent juste sur un carton et une petite couverture et parfois des enfants effectivement extrêmement très jeunes et que l'on voit pendant des semaines, voire des mois, tous les jours dans certaines stations de métro. Donc c'est une situation qui est là, qui est malheureusement aggravée et qui est présente dans notre quotidien. Donc c'est très difficile, on fait tout ce qu'on peut, mais pour lutter contre l'indifférence. Et est-ce que avec l'Ukraine, il y a beaucoup de réfugiés? Je crois qu'il y en a 2 millions en Pologne. Est-ce que vous avez remarqué donc beaucoup de demandes de la part de familles ukrainiennes? Est-ce qu'on vous a déjà sollicité? Alors, c'est souvent le bouche-oreille qui fonctionne dans le métier, donc ce ne sont pas les nationalités que moi avec lesquelles je pratique le droit d'étranger, mais ça pourrait évidemment arriver. Mais c'est clair que ces personnes-là, évidemment, à partir du moment où elles font face à une situation de guerre, elles partent évidemment massivement. C'est un exode. C'est un exode massif. Et donc là, le droit européen a prévu la situation et donc elles sont je dirais, prises en charge dans le cadre d'une protection temporaire qui leur permet justement de venir, par définition, la plupart du temps illégalement en Belgique et d'introduire une demande de protection auprès de l'Office étranger qui est compétent pour accorder cette protection. Et donc ils ont un séjour, dans un premier temps, d'une année. Et donc eux, du fait du séjour légal qu'ils obtiennent dans le cadre de la protection temporaire en tant qu'Ukrainiens, effectivement, ils ont la possibilité du coup de travailler. Je crois qu'il y avait aussi l'ancien hôpital Bordet, près de l'hôpital Saint-Pierre, qui a été réquisitionné pour aider ces personnes qui arrivaient massivement en urgence. Et alors, avec quelle nationalité vous avez été amené à travailler le plus fréquemment, maître, dans votre parcours? Alors, au départ, j'ai travaillé pas mal en fait avec des ressortissants congolais, en tout cas dans le cadre des demandes d'asile. Et puis, il y a eu un peu de Syriens aussi et d'Irakiens. Oui. Mais c'est vraiment une question de bouche-oreille. Il y a aussi pas mal, à un moment donné, de Vietnamiens qui sont venus. Mais je dirais que les résultats, évidemment, par rapport aux demandes d'asile, sont forcément en lien avec la nationalité. C'est clair que... Alors, juste un mot sur le blog que vous avez créé, Deviens ce que tu es. C'est un lieu de rencontre, un lieu où il ferait bon vivre, je vous cite, et s'épancher, un lieu mu par la confiance en l'autre, le don de soi. Un lieu où l'humain pourrait se révéler et faire lien avec l'autre au-delà de nos différences, un lieu de rencontre autour de notre commune humanité, un lieu de vérité en toute liberté, un lieu de liberté en toute vérité. Alors ce blog, quelle est sa référence? Parce que ça permet à beaucoup de gens de se sortir de situations désespérées en communiquant avec vous. Il s'appelle donc Deviens ce que tu es. Oui, c'est ça en fait. Je trouve que parfois le devenir soi-même, c'est-à-dire quelque part épanoui, bien dans sa peau, ça passe par la connaissance de soi et ça passe aussi par la connaissance de l'autre. Et je trouve que
quand on désire en fait sortir de soi, c'est bien effectivement d'avoir des lieux de parole où on peut justement être en lien. Et donc je trouve que c'était important à un moment donné, quelque part, de mettre ma petite pierre à l'édifice pour justement pouvoir rejoindre des personnes qui sont dans des souffrances parfois extrêmement douloureuses. Et voilà, moi c'est vrai que un des sujets entre guillemets qui m'intéresse, c'est notamment tout ce qui est maltraitance psychique ou physique. Et aussi infantile, hein, vous défendez les enfants, donc vous êtes très très impliqué dans ce... disons que ça me touche et du coup ce blog permet effectivement de voir un petit peu comment je désire entrer en lien avec les autres et le cas échéant donner la parole dans le cadre aussi d'échanges vidéo que j'ai l'occasion de faire et que je répercute effectivement sur le blog. Alors, en un mot ou deux, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui voudrait venir en Belgique et qui ne connaît pas du tout la procédure, quelqu'un hors Europe? Parce que peut-être que ceux qui sont en Europe, c'est moins difficile. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil, comme démarche peut-être à suivre en priorité? Peut-être prendre contact avec un avocat si effectivement on souhaite venir dans un but bien particulier pour voir effectivement si c'est possible. Sinon évidemment on peut toujours consulter parce que le site de l'Office étranger est extrêmement complet par rapport justement aux différentes possibilités de venir en Belgique. Et puis évidemment, par définition, puisqu'on l'a dit, la demande doit se faire en principe à partir du pays d'origine et c'est là qu'on attend la décision de refus ou d'octroi. Cette demande évidemment se fait auprès de l'ambassade ou du consulat belge à l'étranger, qui peut évidemment aussi renseigner la personne dans le cadre de son dossier qu'elle va devoir compléter. Alors, votre cabinet se trouve boulevard de la Régence? Rue de la Régence. Rue de la Régence, oui. À quel numéro? Alors, au numéro 23. Et pour vous contacter, donc c'est plutôt par mail ou avant de terminer l'émission pour que des gens qui sont justement en questionnement et qui vivent des situations vraiment pas évidentes puissent vous faire appel à vous, vous contacter. Oui. Donc c'est par téléphone, par mail? Oui, par téléphone, par mail. On retrouve évidemment facilement les coordonnées des avocats sur Internet et notamment sur avocat.be. D'accord, donc on fait avocat.be, on tape Maître Pascal Hubert. Et on tombe sur moi. Voilà. Eh bien, écoutez, un tout grand merci d'être venu dans notre émission, nous parler de sujets tellement importants et qui nous concernent tous, en espérant que la situation soit peut-être plus facile pour beaucoup de gens qui ont tellement d'espoir et envie de mieux vivre. Alors, un tout grand merci. Eh bien, merci à vous également. Et au plaisir de vous recevoir encore dans nos studios. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci.